Bonjour les topins qui sont peut-être papas, qui ont peut-être une fille et qui seront ébranlés par ce podcast. Salut aussi à tous les autres. On est prêts ? Top. C'est avec pas mal de dégoût, mais pas vraiment de surprise, que je vous raconte ce qui est arrivé à Robert Englund. Ce père de famille canadien, condamné à de la prison ferme parce qu'il continue d'appeler sa fille par un pronom féminin. La fille de Robert a entamé une transition vers le sexe masculin à l'âge de 14 ans, à l'insu de son père. Ça, c'est pour poser les bases. Voilà le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Vas-y, donne-nous un petit peu de contexte aussi, tu balances ça comme ça, là. Mais c'est qui elle ? Bah, c'est Oana. Ton chat ? Tu vas faire parler ton chat maintenant ? On est dans ma tête, les gars. Je fais ce que je veux. Si je veux faire parler mon chat, je fais parler mon chat. C'est la vérité, j'ai le droit de parler, moi aussi. Le monde marche déjà sur la tête, de toute façon. On aura tout vu quand même, mais bon. Pour être bien honnête, tu n'as pas totalement tort. Par contre, est-ce qu'on peut prendre cette histoire depuis le début là, pour avoir un petit peu de contexte? Parce que ça fait comme 4 ans que ça dure cette affaire-là. Alors oui, la souris, comme tu dis, ça va faire 4 ans que ça dure cette affaire et on a un sacré souci de transparence par rapport à tout ça. Certains des noms ne sont pas communiqués, on a du mal à avoir des timelines précises, mais on va essayer de découvrir ça du mieux qu'on peut. Alors on va faire un exercice un petit peu particulier, je vais vous demander de vous imaginer que vous êtes le papa d'une fille de 14 ans. Vous partagez la garde de cette fille avec sa mère, dont vous vous êtes divorcé. Un jour, alors que vous consultez la photo de classe de votre fille, vous y voyez un petit garçon. Vous êtes abasourdi, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Personne ne vous a mis dans la confidence. Pourtant, à l'école, votre fille est suivie par des conseillers scolaires très orientés sur la question du genre et qui incitent votre enfant à emprunter un nom masculin. Ces mêmes conseillers scolaires redirigent votre fille, sans votre autorisation, vers un psychologue activiste de la transidentité. Au fil des entretiens avec les conseillers scolaires et le psychologue, votre fille est envoyée dans une espèce de clinique de réattribution sexuelle. Ça fait 4 ans que vous vous êtes séparés de votre femme. Vous pensez tout savoir de votre fille, vous croyez avoir un mot à dire sur son éducation, sur son développement. Vous êtes convaincu de faire le maximum pour qu'elle devienne une jeune femme épanouie dans la vie. C'est alors qu'en décembre 2018, vous recevez un courrier de cette clinique de réattribution sexuelle, c'est comme ça qu'on va l'appeler parce que c'est ce qu'ils font, qui vous indique que votre fille est sur le point d'entamer un traitement à la testostérone et un bloqueur d'hormones. Mais c'est quoi une clinique de réattribution sexuelle ? Alors, une clinique de réattribution sexuelle ou un Gender Affirming Clinic, comme nos amis canadiens et ricains les appellent, c'est un endroit où on se rend pour changer de sexe. Le père doit être informé de tout ce qui concerne la vie de sa fille, mais jusqu'ici, ses droits ont été bafoués. Bien sûr, quand il reçoit le courrier, Robert ne donne pas son consentement, bien au contraire. Il s'oppose catégoriquement à ce que ça arrive. Le pauvre père de la gamine est inquiet des conséquences d'un tel traitement, si on peut appeler ça un traitement. Je rappelle qu'un traitement, c'est fait pour soigner un malade, et ça souligne un sacré paradoxe chez les activistes de la transidentité. La dysphorie de genre, vous savez, ce sentiment d'être né dans le mauvais corps, ce n'est jamais décrit comme une maladie mentale. Alors que le terme apparaît dans le manuel de l'Association américaine de psychiatrie. C'est profondément tabou de dire qu'une personne atteinte de dysphorie de genre est une personne malade. Toutefois, aucun tabou lorsqu'il s'agit de mettre en place un traitement. Mais les traitements, au final, c'est fait pour soigner les malades, non ? Ben bien sûr, on va pas donner des médicaments à un enfant en bonne santé. Exactement, la souris. Mais on ne soigne pas ces pauvres enfants. Les doutes du père de cette gamine sont ancrés dans la science. Accrochez-vous bien pour ce qui suit. On a une étude suédoise de 2011 qui indique que les individus qui ont subi une thérapie ou des chirurgies de réattribution sexuelle et qui ont pris des hormones du sexe opposé ou des bloqueurs d'hormones souffrent d'un traumatisme à vie. Et encore plus inquiétant, d'un taux de suicide 19 fois supérieur à la normale. Cancel,
Dis-moi cancel, cancel, cancel. Qui est le prochain? Cancel, cancel. Dis-moi cancel, cancel, cancel. Qui est le prochain? Ah bah le prochain qui va se faire cancel, c'est Mickey Mouse, un saisisseur, avec des sujets pareils. Alors s'il vous plaît, partagez le podcast, parce que sinon je risque de pas avoir assez de croquettes pour terminer le mois. Alors, est-ce que ça commence à susciter le doute chez vous, là? Oui, mais alors c'est quoi la solution? Parce que ces pauvres enfants qui souffrent et qui veulent devenir des garçons ou des filles, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Les laisser tranquilles. Toutes les études qui font un suivi d'enfants et d'adolescents transgenres montrent que la grande majorité ne veulent plus changer de sexe à l'âge adulte. On est sur des chiffres qui avoisinent les 90% de désistements, avec des jeunes adultes précédemment transgenres qui deviennent simplement gays, lesbiennes ou hétéros. C'est à se demander comment on peut en arriver à de la prison ferme pour ce pauvre père de famille canadien, alors que ces données sont publiques et consultables gratuitement et facilement partout sur Internet. Le plus dégoûtant dans tout ça, c'est que toute cette ignominie, c'est juste une histoire de politique, et ce sont des valeurs promues par la gauche. Depuis l'enfance, on nous vend tous que l'échiquier politique se compose à droite des méchants conservateurs et à gauche des gentils progressistes. Eh bien, conservez-moi du progrès. Si pour vous ça sonne complotiste et que vous ne croyez pas la gauche capable de telles choses, juste à des fins électorales, allez voir la vidéo de Dylan Mulvaney parler des droits des trans à la Maison Blanche. Ça s'est passé il y a à peine 2 semaines, en pleine guerre militaire entre Russie et Ukraine, au milieu d'une inflation et d'une pénurie à l'international. Joe Biden, qui je vous le rappelle est un président démocrate, un homme de gauche, n'a rien de mieux à faire que de recevoir un militant trans de 25 ans. Un homme biologique qui s'identifie à une femme depuis moins d'1 an. Dylan prend la parole en disant « Monsieur le Président, c'est le 221e jour de ma transition publique. » Dylan montre sa reconnaissance de vivre dans un état où il peut changer de sexe avec la supervision de son médecin, mais se plaint que certains états ne soient pas aussi permissifs. Biden répond que aucun état aux USA ne devrait pouvoir s'y opposer pour des questions, je cite, légales et morales. Il a osé dire moral. Je vais me le faire. Et ouais, Biden ajoute que n'importe quel individu qui s'identifie au sexe opposé devrait avoir le droit de faire sa transition et d'utiliser les espaces publics réservés à cette identité librement. Ce qui veut dire que vous pouvez être un homme depuis 30 ans, soudainement vous identifier à une femme et avoir accès, par exemple, aux toilettes publiques pour femmes. Et il n'y a pas de règle particulière pour cela. Vous pouvez aller pisser dans les toilettes sans avoir recouru à aucune chirurgie, sans avoir changé de nom, sans avoir pris de bloqueurs d'hormones ou d'hormones du sexe opposé, simplement parce que vous le décidez. Vous êtes une femme et vous avez accès à tout ce dont une femme a accès à partir de maintenant, à partir du moment où vous prenez cette décision. Étrange quand même. Ou alors c'est juste moi qui suis un peu réac, je sais pas. Bon, les topins, je pense qu'on a fait le tour. Il me reste plus qu'une chose à vous conseiller. Mettez Mon fils, ma bataille de Daniel Balavoine dans la liste d'attente. Ça fera une belle transition. Moi je vous laisse avec Ohana pour l'outro et je vous dis à bientôt. Et c'est vraiment sympa d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que vous aurez une petite pensée pour Robert Hoagland. Et j'espère aussi qu'il est sorti de prison et qu'il va pas y retourner. À bientôt les copains.